Hey, salut à tous, c'est Max et bienvenue pour ce nouvel épisode spécial du Podmax Comics. Aujourd'hui, je vous propose une émission consacrée à Mary Shelley, une autrice visionnaire, et à son œuvre majeure, Frankenstein ou Le Prométhée moderne, un roman fondateur à la croisée de la littérature gothique, fantastique, de la science-fiction et de l'horreur. Si j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai récemment comblé une grosse lacune dans ma culture littéraire. J'ai enfin lu le Frankenstein original. Comme beaucoup, je connaissais bien sûr la créature à travers ses innombrables adaptations, au cinéma, au théâtre, dans les jeux vidéo, ou bien encore en bande dessinée, mais je ne connaissais pas l'histoire originelle de Frankenstein. C'est grâce aux bandes dessinées publiées chez Glénat que j'ai pu enrichir ma culture, avec d'un côté une adaptation fidèle du roman original signé George Bess, et de l'autre avec une réinterprétation audacieuse écrite par Marco Canavo et illustrée par Corrado Roy. Et en bonus, à la fin de cet épisode, je vous parlerai de Frankenstein Underground, la version du mythe revisitée dans le Hellboyverse par Mike Mignola. Branchez vos cerveaux, sortez vos bistouris et ouvrez grand vos oreilles, car j'ai bien l'intention que ce podcast soit un coup de foudre pour vous. Mon attrait pour les monstres en tout genre, et particulièrement pour Swamp Thing si on veut rester dans le monde des comics, a forcément fini par me conduire à la rencontre de la parodie d'homme créée par Mary Shelley. Et puisque j'ai eu un très gros coup de cœur pour son récit gothique, je fus obligé de faire quelques recherches concernant cette autrice et son roman. Et puisque j'ai découvert pas mal de choses intéressantes, j'aimerais les partager avec vous. Mais après, promis, on parle de BD. Mais pour vous raconter l'histoire de Mary Shelley, il faut que je vous présente ses parents. Sa mère, Mary Wollstonecraft, était une maîtresse d'école, femme de lettres, philosophe et engagée pour la défense des droits de la femme. Elle a notamment réalisé un essai en 1792 nommé « Défense des droits de la femme », dans lequel elle avance l'idée que si les femmes paraissent inférieures aux hommes au sein de la société, ce n'est pas lié à la nature même de l'être humain, mais le résultat d'un manque d'éducation appropriée. Car à l'époque, les livres d'éducation partent du postulat que les femmes, trop sujettes aux émotions et trop fragiles, sont incapables de pensée rationnelle ou abstraite. Mais son mari, William Godwin, était lui aussi un philosophe, romancier et militant, considéré comme l'un des précurseurs des pensées anarchistes et utilitaristes. Malheureusement, leur amour et leur bataille commune seront écourtés, puisque Mary décède quelques jours après la naissance de leur fille, qui portera d'ailleurs le même prénom que sa mère, soit Mary Wollstonecraft Godwin. À croire qu'il ne pouvait en rester qu'une. La vie de la jeune Mary va alors être assez particulière, puisqu'elle sera élevée dans ses premières années par une amie de la famille, puis son père reprendra le relais lorsque l'âge de la petite enfance sera passé. La jeune fille reçoit alors une éducation poussée, et plutôt rare pour l'époque, surtout pour une demoiselle. Elle a une gouvernante, un professeur particulier, et son père lui enseigne diverses matières, lui propose de nombreuses sorties éducatives, lui offre un accès à sa bibliothèque personnelle et lui permet même de côtoyer des intellectuels comme des poètes, des philosophes, des vice-présidents, etc. À ses 15 ans, elle fait la rencontre du poète Percy B. Shelley, un admirateur des travaux de William Godwin, qui aide fréquemment le père de Mary à payer ses dettes. C'est lors des 17 ans de la jeune femme que Percy abandonne sa première femme, alors enceinte, pour la jeune demoiselle. La vie de Mary va alors basculer peu à peu dans l'horreur. Premièrement, son père ne veut plus entendre parler d'elle, puisque son mari, qui avait promis de rembourser entièrement les dettes de son beau-père, s'avère finalement fauché à son tour. Pauvre et souvent malade, elle tombe enceinte malgré la vie de couple très compliquée qu'elle partage avec Percy. C'est dans les plus grands des malheurs que sa petite prématurée de 2 mois décède quelques jours après la naissance. Mary tombe alors dans une profonde dépression, dont il lui faudra plus d'1 an pour s'en sortir, notamment grâce à l'amélioration financière de son couple suite à un héritage de la famille Shelley, mais aussi et surtout avec la naissance de son second enfant en 1816, qu'elle va nommer avec le prénom de son père, William. Et c'est cette période de l'histoire qui va nous intéresser le plus, puisque cette même année, avec Percy, elle décide de prendre quelques jours de vacances en Suisse, avec d'autres amis écrivains. Mais alors que le séjour est gâché par de fortes pluies, le petit groupe s'adonne à la lecture, et l'un d'eux va découvrir le recueil de nouvelles fantastiques du nom de Phantasmagoriana. Cela lui donne alors une idée de défi. Chacun d'entre eux va devoir écrire une petite histoire d'épouvante afin de tenter de s'effrayer les uns les autres lors d'une soirée de lecture au coin du feu. La plupart d'entre eux composent une histoire dont ils se désintéressent rapidement, mais 2 des scénaristes vont s'impliquer fortement dans leur tâche. John William Polidori va d'ailleurs rédiger un court roman nommé Vampire, qui est à l'origine même du genre qui inspirera Dracula de Bram Stoker, bien qu'il n'est pas du tout le premier roman parlant de vampires.
De son côté, Marie écrit une nouvelle qu'elle ne prend pas tout de suite au sérieux, mais avec les encouragements de Percy Shelley, au vu de l'originalité de son histoire, elle développe celle-ci afin d'en faire son premier roman, Frankenstein ou Le Prométhée moderne. Il lui faut plus d'1 an pour l'écrire, période durant laquelle elle donne naissance à une petite fille, Clara, en 1817. C'est après le refus des éditeurs de son ami et poète Lord Byron et même de Percy qu'ils finissent par publier le roman de manière anonyme en 1818 chez Lackington, Allen & Co. Très vite, les lecteurs supposent que Percy Shelley en est l'auteur, puisque le livre contient une préface dédiée à son héros politique, William Godwin. Les 500 exemplaires imprimés vont très vite se vendre, et très rapidement, il va être réédité, et même traduit pour la France dès 1821. Avec cette fois-ci le nom de Mary Shelley sur la couverture. C'est un très beau succès auprès des lecteurs et de la presse, bien que certains contemporains estiment qu'il s'agit d'un tissu d'absurdité aussi horrible que répugnant. Concernant son roman, vous connaissez la suite. Énorme succès au fil des années, une œuvre qui deviendra mythique et qui sera analysée, étudiée et adaptée un nombre incalculable de fois. Mais concernant la vie de Mary après ce titre, ce sera loin d'être tout rose. En l'espace d'1 an, elle va perdre 2 de ses enfants à cause de maladies, et donner naissance à un 4e du nom de Percy Florence, enfant qui portera le prénom de son père, mais celui-ci va mourir en mer en 1822, laissant Mary veuve et seule pour s'occuper du petit de 3 ans. Ah oui, et j'avais oublié de le dire, mais quelque temps avant la mort de son époux, elle avait fait une fausse couche qui faillit la tuer. Par la suite, elle retourne vivre avec son père et continue d'écrire et de publier ses récits tout en s'occupant de son fils. Loin de sa carrière, elle fait face à de nombreux maîtres chanteurs bien décidés à lui extorquer le peu d'argent qu'elle dispose. Et du côté de la santé, ce n'est pas non plus la joie, car elle souffre de violentes migraines et de paralysie, l'empêchant parfois de lire et d'écrire. Elle meurt finalement très jeune, à l'âge de 53 ans, en 1851. C'est à se demander qui, de la créatrice ou de la créature, a finalement eu la vie la plus triste. Mais maintenant que vous savez tout sur Mary Shelley et du contexte de création de son roman Frankenstein, il est grand temps de vous parler de l'histoire de ce dernier, à travers l'incroyable adaptation en bande dessinée par l'artiste George Bess. George Bess est un scénariste et dessinateur français né en 1947. Après des études aux Beaux-Arts de Paris, il décide de partir vivre en Suède et devient artiste de BD sous le pseudonyme de Tidely et de Nisman. C'est après avoir participé à l'illustration de quelques séries suédoises qu'il collabore avec le journal américain Mad pour l'édition scandinave. C'est suite à ce travail qu'il va dessiner la série de comics The Phantom, plus connue chez nous sous le nom du Fantôme du Bengale. C'est avec la 50aine de numéros illustrés de ce fantôme qu'il se fait un nom dans le milieu. Mais après 1 an de vie à New York, il quitte le pays des comics pour retourner dans son pays natal, la France. Il va alors travailler sur des œuvres diverses et variées, notamment chez les Humanoïdes Associés, le journal de Mickey et compagnie, mais c'est en 2019, 8 ans après avoir lancé la série de BD Le Vampire de Bénarès, qu'il se lance dans l'adaptation du roman de Bram Stoker, Dracula, dont on parlera une autre fois. C'est ensuite en 2021 qu'il adapte Frankenstein, puis en 2023, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Je croise d'ailleurs les doigts pour avoir une adaptation du Dr Jekyll and Mr Hyde de Robert Louis Stevenson, auteur dont je vous parlerai aussi bientôt, normalement. Ce qu'il faut savoir sur ce Frankenstein par George Bess, c'est qu'il est, d'après des sources fiables, très fidèle à l'œuvre de Mary Shelley, au point d'être désigné par beaucoup de la meilleure adaptation du roman d'origine. Lorsque je vais vous parler du scénario, je vais donc parler avant tout de celui de Mary Shelley. Le roman Frankenstein raconte l'histoire de Victor Frankenstein, un jeune scientifique obsédé par l'idée de créer la vie. Après des années de recherche, il réussit à animer une créature constituée de morceaux de cadavres. Mais une fois face à sa création, il est horrifié par son apparence grotesque et l'abandonne. Le monstre, perdu, aussi bien sur le plan physique que psychologique, se retrouve exclu et en fuite face à une société totalement horrifiée par sa présence, qui ne souhaite qu'une chose, sa mort. Ne connaissant que le rejet, la haine et la violence, il se lance alors en quête de vengeance auprès de son créateur. Quand je pensais à Frankenstein, la première vision qui me venait, c'était l'image grimée de l'acteur Boris Karloff du film de 1931 d'Universal, ou bien des versions qu'il a engendrées par la suite. Toujours un grand zombie, peu bavard, avec des boulons dans le cou ou dans les tempes, avec une démarche mollassonne,
et peu bavard. Et du côté du récit, j'imaginais alors quelque chose de plus sommaire, avec le cliché du scientifique fou dans son manoir et des villageois qui pourchassent le monstre, fuyant comme une bête apeurée. Cependant, même si l'ossature est la même, l'histoire de Mary Shelley se relève bien plus riche et complexe. Et sa créature, surtout une fois illustrée par Monsieur Bess, est gigantesque, intelligente, bavarde et très dynamique. Mais maintenant que je l'ai lu, je comprends pourquoi les films s'en éloignent, tant il est difficile d'adapter un récit si généreux en un seul film. Comme le fera Robert Louis Stevenson quelques années après, avec son Île au trésor, Frankenstein propose une histoire constituée sous la forme de plusieurs récits, parfaitement fusionnés, pour n'en donner qu'une. Tout commence par le journal de bord d'un capitaine de navire, qui, explorant le pôle Nord, fait la rencontre stupéfiante de Victor Frankenstein, un scientifique à la dérive au milieu d'un désert de glace et d'eau. C'est alors dans un état de santé alarmant qu'il insiste pour raconter son histoire et celle de la créature à qui il a donné le jour. Puis, on découvre ensuite le récit du monstre, après que son créateur l'ait abandonné. L'être de chair recomposée est traité ici de manière bien plus complexe et psychologique que celle que j'avais vue auparavant. C'est un être de l'esprit qui, à la manière de Swamp Thing bien des années plus tard, se pose des questions philosophiques concernant son existence. Il est en recherche perpétuelle de connaissance, de reconnaissance et d'amour. Un être doué de raison, au cœur tendre, qui ne supporte pas la solitude au point de demander à son maître de lui créer une partenaire. On est aussi face à une chasse à l'homme quasi perpétuelle, avec tantôt Frankenstein dans le rôle de la proie, tantôt sa créature. Un attrape-moi si tu peux, qui ne peut finir que par l'affrontement entre deux êtres tout aussi immondes l'un que l'autre, bien qu'au final, on ne sait plus vraiment qui est le véritable monstre. Et c'est ça que j'aime dans ce genre d'histoire, quand les monstres se trouvent être les gentils ou victimes de l'histoire, servant à pointer du doigt les aberrations et absurdités humaines. Malgré son âge, je trouve que Frankenstein n'a pas pris une ride, il est toujours aussi fascinant à lire et il réussit indéniablement à nous toucher, tout en réussissant à questionner les lecteurs sur le sens de la vie, de ce qui fait de nous des êtres que nous devenons, mais aussi des dangers du progrès technologique et scientifique. C'est un véritable chef-d'œuvre qui est sublimé ici par le dessin de George Bess, qui réalise un travail d'illustration qui reflète parfaitement le roman gothique et romantique de Mary Shelley, avec un dégradé de noir et de blanc très soigné et fourmillant de détails. Un dessin très ancré, aussi noir que son récit, avec des planches dignes des plus belles peintures. De plus, je veux absolument souligner le talent incroyable avec lequel George Bess réussit à donner vie à ses personnages, avec des expressions de visage parfaitement maîtrisées, même et surtout avec un monstre au visage difforme et aux yeux totalement vides et blancs. Une BD que je ne peux donc que vous inviter grandement à lire, puisque Frankenstein fait indéniablement partie des œuvres cultes qu'il faut absolument découvrir d'une manière ou d'une autre. Et celle-ci, proposée par George Bess chez Glénat, me semble être parfaite pour l'occasion. Mais restons chez Glénat pour parler d'une autre adaptation, un peu moins fidèle cette fois-ci, mais pas moins intéressante, avec Frankenstein au nom du père. Après avoir revisité Dracula de Bram Stoker, Canavo et Roy s'attaquent au chef-d'œuvre gothique de Mary Shelley avec une approche fidèle à l'original, tout en modifiant assez certains détails pour donner une impression de monde alternatif à celui de 1818 proposé par l'écrivaine. L'histoire s'ouvre sur un meurtre brutal. La comédienne de théâtre Carolina Newbird est assassinée à coups de poignard par un mystérieux admirateur. Cette scène s'avère finalement être le souvenir d'un homme, ou plutôt d'une créature, celle du professeur Victor Frankenstein. On découvre que la bête vit cachée dans les sous-sols de la villa de Frankenstein et de sa femme. Victor, lui, est un père absent, dont les promesses semblent douteuses. Sa femme, Elisabeth, en revanche, fait preuve d'un peu plus de compassion. C'est elle qui s'occupe de la créature, tentant de l'éduquer, dans l'espoir qu'un jour, elle puisse interagir avec d'autres personnes. Mais très vite, les choses vont dégénérer, et le récit va alors nous montrer les points de vue de Victor et de sa créature, tous deux étant tourmentés par l'existence de l'autre. Cette version de Frankenstein par Marco Canavo se distingue de l'original par plusieurs points. Le premier, c'est que c'est un récit bien plus court, avec de nombreuses ellipses narratives, pour se focaliser quasiment exclusivement sur la relation entre Frankenstein et sa créature. L'avantage de cette version, c'est qu'elle est très fidèle dans ses thématiques et qu'elle se concentre sur l'essentiel, évitant alors les longueurs et le traitement des personnages secondaires. Cependant, l'univers en pâtit beaucoup. Il est moins riche, plus nébuleux, et certains passages clés sont survolés ou manquent tout simplement de développement. Ça peut donner une impression de récit un peu haché et précipité, avec ces grosses ellipses temporelles, qui peut-être perdre des lecteurs qui ne connaissent pas du tout l'histoire d'origine.
Mais si comme moi, vous lisez ce livre après l'œuvre de Mary Shelley ou de l'adaptation de George Bess, alors vous serez ravis de découvrir ce classique revisité et magnifiquement illustré par Corrado Roy, avec un dessin au lavis. Un style clair-obscur comme j'aime, avec une atmosphère gothique rappelant le cinéma expressionniste à la Nosferatu, dont un clin d'œil est directement glissé dans les pages de la BD, par la présence d'un visage de défunt faisant fortement penser à celui du vampire. La seule chose que je regrette avec cette BD, c'est qu'elle ne s'intéresse qu'au père, d'où le sous-titre du bouquin. Pourtant, l'auteur proposait quelque chose de très différent et très intéressant avec Elisabeth, en tant que mère. Ce qui n'est pas du tout le cas à la base. J'aurais aimé voir les parents se disputer pour l'éducation et la garde de leur enfant. On aurait alors pu aborder des thèmes plus actuels, et qui fait totalement sens avec ce qui a déjà été dit dans le Frankenstein de 1818. Mais toutefois, je vous conseille quand même cette lecture, qui est vraiment très intéressante et magnifiquement illustrée. Mais puisque l'on parlait de clair-obscur il y a quelques minutes, on va parler du maître de cet art, Mike Mignola, avec son Frankenstein Underground. Mike Mignola, le papa de Hellboy, partage avec H.P. Lovecraft pas mal de points communs. On peut même dire, de manière incontestable, qu'il en est un héritier créatif. Tous deux ont un goût prononcé pour l'horreur cosmique, les forces anciennes, les mythologies, les cultes obscurs et les créatures fantastiques. Toutefois, là où Lovecraft plonge ses lecteurs dans des récits horrifiques froids, parcourus par des antagonistes impuissants, Mike Mignola y ajoute une couche de pulp héroïque, d'humour, d'ironie, de mélancolie et surtout d'action. Mais quand on pense horreur et monstres dans la pop culture, difficile de ne pas avoir en tête les adaptations cinématographiques d'Universal. C'est pourquoi, dans le comics Hellboy House of the Living Dead, en 2011, Mike Mignola rend directement hommage au film des années 30 dans un récit très fun où Anugunrama s'adonne à un combat de lucha libre mexicaine face à Frankenstein pour faire ensuite face à Dracula et au loup-garou. Mais en 2015, Mike décide de réaliser une nouvelle série spin-off pour le Hellboyverse, avec Frankenstein Underground pour donner suite à l'histoire de sa version du monstre de Frankenstein, qui, pour le coup, s'appelle vraiment Frankenstein dans cet univers. On avait déjà découvert, dans Hellboy tome 15 au Mexique, que le monstre avait été acheté dans une foire pour servir de champion de catch à un savant fou. C'est après avoir été réanimé et après avoir affronté Hellboy qu'il se retourne finalement contre son nouveau maître, puis prend la fuite vers l'inconnu à la fin de l'épisode de Hellboy. Dans Frankenstein Underground, Frankie fuit les hommes après s'être fait chasser à coups d'armes à feu. Il se réfugie alors dans le désert mexicain et découvre un ancien temple aztèque, où il fait la rencontre d'une mystérieuse vieille femme. Cette dernière est en vérité une sorcière, qui lui offre les soins nécessaires ainsi qu'une présence à qui parler. Le monstre lui raconte alors son existence, faite de souffrance, de rejet et de solitude. Mais alors qu'il s'est enfin fait une amie, il va devoir fuir un certain Marquis Adoué de Fabre, un occultiste français qui convoite la créature afin d'enrichir sa collection de spécimens surnaturels. Frankenstein va alors perdre sa nouvelle amie et tomber dans un monde souterrain peuplé de monstres géants, de civilisations ténébreuses et de cultes sataniques dirigés par un gourou scientifique qui compte bien se servir du mort-vivant. Du côté du dessin, c'est Ben Stembeck qui est à la tâche et qui, je trouve, illustre parfaitement le récit de Mignola. Il possède, ou adopte, un style de dessin très proche de celui du papa de Hellboy, avec des dessins épurés, sombres, contrastés, en clair-obscur, avec des magnifiques aplats de noir. Cependant, on remarque tout de même que ce n'est pas du Mignola, puisque ses dessins sont un peu moins abstraits, donc plus détaillés, et surtout, moins anguleux. Je trouve son travail vraiment magnifique, à la limite de la perfection à mes yeux, et rien que pour ça, il faut y jeter un coup d'œil. Du moins, si c'est réédité un jour, puisque pour l'instant, c'est très difficile de mettre la main sur une version papier de ce titre, édité en 2016 chez Delcourt. Pour conclure, avec ce Frankenstein Underground, Mike Mignola offre une seconde naissance à la créature, en lui offrant un rôle prophétique dans la lutte entre les forces du bien et du mal, dans un récit d'aventure et d'action touchant et magnifiquement illustré et colorisé par Ben Stembeck et Dave Stewart. Et bien voilà qui conclut cet épisode. J'espère que cette plongée dans l'univers sombre et fascinant de Frankenstein vous aura autant captivé que moi. De la vie tragique et inspirante de Mary Shelley aux nombreuses adaptations, notamment en BD, la créature continue de hanter notre imaginaire et d'influencer des générations d'artistes. Classique ou revisité, le mythe reste plus vivant que jamais, faisant de lui le plus grand mort-vivant de la pop culture. Bon, j'ai encore quelques comics à lire concernant cette créature, comme le Doc Frankenstein des sœurs Wachowski, ou bien encore une autre adaptation du roman de Mary Shelley paru dans la revue mensuelle Hallucination de chez Comics Pocket en 1972, que j'ai découvert grâce à l'ami et collègue Chris. Donc tôt ou tard, je vous reparlerai du géant dans le Podmax Comics, mais d'ici là, je vais réaliser le même type d'épisode spécial consacré cette fois-ci à Bram Stoker et son Dracula.
Comme pour l'œuvre de Victor Frankenstein, mon podcast n'existerait pas sans un peu d'électricité et beaucoup de passion. Alors pour éviter que je finisse comme lui, seul, incompris et poursuivi par un monstre, soutenez-moi avec des likes, des partages, des commentaires et surtout quelques piécettes sur mon Tipeee. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt. Terrien. Fin de l'enregistrement.